Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention. Voici le sommaire de ce journal. Le projet de l'aéroport de Glodjigbe entre dans sa phase active. La libération de l'espace prévu est programmée. Le compte à rebours a commencé ce vendredi. Et puis de nouvelles mesures fiscales pour sécuriser les affaires des opérateurs économiques nationaux. 10% de prélèvements sur importation, vente et prestations des hommes d'affaires indélicats. Les services des impôts et de la douane sensibilisent les acteurs déjà sur les nouvelles décisions. Et puis les acteurs de la chaîne de l'organisation des élections au Bénin sont en conclave. Objectif, étudier la loi référendaire. Il faut se l'approprier avant sa mise en œuvre. Et puis je reçois au cours de cette édition Wilfried Ongwedji. Il est le directeur de la communication à la présidente de la République. Wilfried Ongwedji, bonsoir. Bonsoir Prévert. Avec vous, nous parlerons tout à l'heure des efforts fournis par le gouvernement en 10 mois pour stabiliser la situation sur le front énergétique. Je vous donne la parole dans un instant. Aéroport de Glodjigbe, le compte à rebours est lancé ce vendredi. Le domaine de 3028 hectares identifiés pour abriter le plus grand aéroport au Bénin sera lancé, sera libéré donc dans quelques mois. Eh bien, le déplacement nécessaire des populations installées a fait l'objet d'une cérémonie officielle pas ordinaire. Osia Sounovo et Augustin Baudou sont nos témoins pour cet événement. Cette cérémonie publique de lancement imminent du grand chantier de l'aéroport de Glodjigbe est tout sauf protocolaire, car ce vieux projet revu, redimensionné, inscrit au fronton du programme d'action gouvernementale doit passer par l'acte préliminaire d'expropriation des propriétaires terriens et autres immeubles construits sur le domaine identifié pour abriter l'aéroport de Glodjigbe. Des négociations vont s'entreprendre entre les propriétaires terriens et les responsables du projet, des négociations qui s'annoncent délicates. En témoignent ces images de négociations déjà qui commencent avant même le lancement du projet entre le responsable de l'ANAC, l'Agence nationale de l'aéronautique civile, et les propriétaires terriens. Maintenant, je vais vous dire. Oui, il ne faut pas qu'on nous donne des miettes, on va dire 2500 mètres carrés. Vous venez de quelque part. Là où vous avez vos idoles, vos pères, vos pépés sont enterrés, vos arrière-pères sont enterrés. On dit un jour, dégagez de là. On va vous donner de l'argent. Que les espaces de mémoire et sacrés soient préservés. Point. On s'entend, on est d'accord. Oui. Je suis prêt. Les doléances des populations feront l'objet éventuellement de négociations avec les autorités. Absolument. C'est cela qui est prévu. Malgré les tentatives du fonctionnaire pour apaiser les inquiétudes, l'élu local en remet une couche. Le gouvernement de la rupture devra se prononcer officiellement sur le maintien ou le relogement des villages concernés. Préfet et ministre de tutelle saisissent les angoisses et tentent de dénouer les crispations. C'est dans le dialogue et avec le dialogue que ces travaux seront entrepris. Je redis, je voudrais inviter les uns et les autres au calme. Je voudrais, au nom du gouvernement, rassurer tous les propriétaires terriens qu'ils seront dûment dédommagés conformément aux lois de la République. L'applaudimètre d'adhésion s'emballe aussitôt. La sortie publique des 4 ministres s'imposait donc avant l'opération d'expropriation. Un déclic pour le compte à rebours du projet aéroportuaire de Glo. 30 fois l'aéroport de Kadiaou en envergure. Séance d'explication et de sensibilisation publique, état des lieux et enquête foncière, négociations pour trouver des compromis pour aller à des compensations et des indemnisations. Si cette démarche prospère pour l'aéroport de Glodjigbe, elle aura valeur et bien de modèle et ouvrira un boulevard aux différents autres grands projets phares du programme d'action gouvernementale. La direction des impôts met en œuvre une nouvelle mesure fiscale. Désormais, un prélèvement de 10% sera effectif sur les importations et autres prestations offertes par des sociétés et individus non reconnus par les services des impôts. La mesure vise à sécuriser les entreprises régulièrement enregistrées et s'acquittant normalement de leurs devoirs. À cet effet, une séance de sensibilisation a été tenue entre l'administration des impôts, la direction de la douane et les droits indirects et les acteurs portuaires. Plus de détails avec Bernard Djorbé et Ghislain Poguet.
Un prélèvement de 10% est instauré. Il concerne les importations, les ventes et les prestations réalisées par les entreprises et les hommes d'affaires non connus des services des impôts. La mesure est prise suite à des constats de pratiques de concurrence déloyale. J'ai discuté avec un certain nombre d'importateurs qui se sont souvent plaints du fait de la concurrence déloyale que certaines personnes leur livrent. Ce sont ces personnes dont le bureau et le siège social se trouvent dans des hôtels. Ce sont également des entreprises bien organisées, mais qui utilisent des manœuvres frauduleuses, soit en créant des entreprises éphémères, soit en utilisant des prête-noms ou des entreprises écrans pour importer, les revendre par l'intermédiaire d'autres entreprises pour ne pas laisser de traces. Pour que cet acompte ne soit pas interprété comme une nouvelle taxe imposée, le directeur général des impôts, en collaboration avec les disciples de Saint-Mathieu, ont initié cette séance de sensibilisation. Importateurs de véhicules et autres opérateurs économiques présents se sont réjouis de la prise d'une telle mesure qui protège leurs affaires. Présent à cette séance de sensibilisation, un représentant de Bénin Contrôle à qui il a été demandé une séance d'explication et d'harmonisation. En ce qui concerne la valeur transactionnelle, une veille permanente est assurée pour faire en sorte que le port autonome de Cotonou reste compétitif dans la sous-région, ont assuré les autorités de la douane béninoise. Et suite à l'adoption par le Conseil des ministres de l'OHADA d'un nouvel acte relatif aux droits comptables, les experts comptables ont suivi pendant 3 jours une formation sur le système comptable OHADA révisé. Eh bien, cette formation a permis aux participants de prendre connaissance de nouveaux outils en matière de comptabilité dans les entreprises. Et voilà le reportage de Ghislain Poguet. 3 jours de formation pour les agents comptables des entreprises du Bénin. Ils se sont informés sur le système comptable de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires révisé, SISCOADA révisé. Ce séminaire de formation a permis de sensibiliser sur les changements qu'implique le SISCOADA révisé. Le système comptable de l'OHADA est un système qui est utilisé par 17 États de l'OHADA. Et ce système comptable a été révisé fin janvier dernier et est applicable désormais pour toutes les sociétés, toutes les entités, on dit maintenant, dans tous les 17 États. Cette formation permettra donc aux participants d'avoir de nouveaux comportements sur la comptabilité de leurs entreprises. Il est important que dans l'implémentation du SISCOADA révisé, que les gens recourent à des experts comptables, à des gens qui savent faire la chose, qui peuvent vraiment les aider. Parce que s'ils se trompent dès le départ, on risque, nous autres, experts comptables, commissaires aux comptes, dans les difficultés à la fin. Le nouveau plan nous apporte des solutions à ces interrogations. Et pour la communication de l'information financière, on avait quelques soucis aussi. Et avec les notes désormais qui vont accompagner les états financiers, le chef d'entreprise est en mesure de parler le même langage que nous devant les membres du conseil d'administration. Le basculement vers le SISCOADA révisé se fera en douceur. Pour cela, il est prévu un nouveau séminaire de formation en avril prochain. Les représentants des ministères associés à l'organisation des élections et les organisations des sociétés civiles sont conviés depuis cette semaine à un atelier sur la loi référendaire. Il s'agira de maîtriser tous les contours de cette loi avant sa mise en œuvre. C'est à Kétou que les commissaires se sont retirés pour se donner à cette tâche. Emilienne Fayomi et Enoch Adandé. Les travaux du présent atelier se veulent didactiques sur le contenu de la loi portant conditions de recours au référendum en République du Bénin afin de mieux préparer la Sénat et ses démembrements et institutions partenaires à sa mise en œuvre lorsque les conditions seront remplies. Voilà le décor qui était planté pour l'atelier d'appropriation de la loi numéro 2011-27 du 18 janvier 2012 portant conditions de recours au référendum en République du Bénin. La rencontre de Kétou réunit en effet les représentants des ministères qui appuient et coopèrent avec la Sénat dans l'organisation des élections ainsi que les représentants des OSC. 3 jours seront mis à profit pour étudier à fond la loi référendaire
avec des communications connexes sur le rôle des partis politiques dans l'application de cette loi, les stratégies de formation des agents électoraux et autres acteurs du processus référendaire. La préparation et l'organisation d'une opération référendaire exige de la Sénat permanente autant d'anticipation en termes de planification que pour une élection politique. C'est la raison de la tenue de cet atelier que nous organisons avec la participation des acteurs impliqués dans l'organisation de nos processus électoraux et des communicateurs avertis des questions juridiques et électorales. Une place de choix est réservée aux stratégies de sensibilisation des populations et de vulgarisation du texte de loi, ainsi que le rôle de la Cour constitutionnelle dans sa mise en œuvre. L'occasion est offerte aussi à la Sénat d'informer amplement les participants sur la chaîne de transmission des résultats, l'approche méthodologique et les procédures. Parlons énergie à présent. Ouida retrouve la lumière après quelques heures passées dans le noir, c'était hier. Alertés, les responsables de la SBE se sont dépêchés sur les lieux pour rétablir l'énergie. L'axe Avakpa-Ouida a été ébranlé par la pluie d'hier, plongeant du coup les populations dans le noir. Toute la nuit, les agents de la SBE ont travaillé pour que la lumière revienne. Voyez le récit de Samuel Adimi. Ouida dans le noir. Le temps d'une panne technique, les populations sont plongées dans l'obscurité. À la lueur de la lune, des agents de la SBE bataillent pour venir à bout d'une panne technique survenue sur les installations de la société. En cause, les intempéries qui ont ébranlé le réseau électrique sur l'axe Avakpa-Ouida. Depuis 13h et quelques, après une petite pluie, il y a un déclenchement sur le réseau Avakpa-Ouida. Et automatiquement, après la pluie, nous avons commencé à faire des recherches. Jusqu'à l'heure où nous parlons, à 2h moins, les recherches se poursuivent. Nous sommes en train d'identifier doucement là où se trouve le problème. Et présentement, là où nous parlons, il y a une équipe d'Avakpa qui a quitté Avakpa vers Ouida en train de chercher. Il y a encore 2 équipes en plein vide de Ouida en train de chercher, localiser exactement là où se trouve la panne. Et notre souhait d'ici quelques minutes, quelques heures, que la population retrouve l'électricité comme d'avance. Ce souhait finira par s'exaucer. Au bout de l'effort de ces agents mobilisés pour la cause toute la nuit, la lumière fut. Ma présence ici, c'est pour non seulement rassurer les clients de la SBE que toute l'équipe technique est mobilisée, mais aussi encourager les équipes de la SBE qui ne ménagent aucun effort pour aboutir à la satisfaction de la clientèle. La panne est maîtrisée. Ouida peut enfin retrouver depuis ce petit matin l'énergie électrique. Une nuit blanche pour ses agents. Toutes nos excuses pour la suite de cet élément que nous allons retrouver dans nos prochaines éditions. Cela nous permet d'enchaîner avec l'interview avec notre invité. Wilfried Mbedi, bonsoir. Bonsoir, Prévert. Vous êtes directeur de la communication à la présidence de la République. Alors depuis plusieurs mois déjà, on note une stabilisation sur le front donc, de la fourniture de l'énergie électrique. On voudrait bien savoir ce qui a pu changer positivement pour que l'on n'assiste plus à des coupures, à des délestages comme par le passé. Qu'est-ce qui a pu changer? Je voudrais vous remercier pour l'invitation, vous remercier surtout pour le sujet introductif qui permet de renseigner sur les vertus de la nouvelle gouvernance mise en place par le gouvernement dans le domaine du secteur énergétique. Je parle de nouvelle gouvernance et vous avez pu voir dans votre élément de reportage que même en pleine nuit, le directeur général de la SBE s'est déplacé, était sur le terrain. Qu'est-ce qui produit cela? Le ministre Jean-Claude Oussou, avec les responsables de la SB2E, ont mis en place un système de monitoring qui permet en temps réel d'avoir une idée précise du secteur sur lequel interviendrait une panne. C'est cela qui peut justifier que même en pleine nuit, des techniciens soient déployés sur le terrain. Et on peut les féliciter pour leur dévouement, leur disponibilité à la bonne cause. Cela dit, et nous parlons énergie, effectivement, vous avez souvenir que à l'arrivée du gouvernement de la rupture au pouvoir en avril 2016, notre pays était en proie à une grave crise énergétique faite de délestages intempestifs et parfois insupportables pour les populations. Le président de la République et son gouvernement, mobilisés et engagés,
autour de l'action pour l'amélioration des conditions de vie des populations béninoises, ont annoncé que des efforts seraient engagés pour mettre fin à cette situation, afin que, à fin décembre 2016, nous en ayons fini avec les délestages. À l'arrivée de ce délai, fin décembre 2016, le constat général dans le pays, c'est qu'effectivement, nous avons eu la paix avec les délestages intempestifs. Il n'en demeure pas moins, et c'est honnêteté que de le reconnaître, que de temps à autre, il y a quelques coupures d'électricité qui durent quelques minutes encore. Cela, le ministre et les responsables de l'SB2E ont eu le temps de l'expliquer, n'est pas dû à un délestage, mais généralement à des problèmes techniques précis qui sont réglés. Alors, quelles ont été les mesures prises par le gouvernement pour que l'on observe cette accalmie sur ce front-là? Justement, et je parlais de ces coupures. Même ces coupures-là, la perspective du gouvernement, c'est de faire en sorte que dans les prochaines années, vraiment les populations béninoises n'aient plus à les vivre. Cela peut arriver partout, mais quand ça survient, que ce soit vraiment pour le strict minimum de temps possible, le temps de régler les choses. Et pour y arriver, le gouvernement, après avoir maîtrisé le délestage, a mis le cap sur l'autonomisation énergétique de notre pays. Pour ce faire, des engagements, des discussions, des négociations ont été entrepris avec divers partenaires techniques et financiers, avec divers partenaires privés pour nouer des contrats de réalisation de centrales énergétiques. Dans ce cadre-là, il a été annoncé récemment par le gouvernement la conclusion de 3 accords majeurs pour la réalisation de 3 centrales thermiques dual fuel pour 360 MW. Il faut ajouter à cela 20 autres mégawatts, ce qui fait que rien que sur le plan de ce genre de partenariat, nous avons 380 MW à réaliser d'ici 2 ans. On doit ajouter à cela une centrale thermique qui va être réalisée sur financement de la Banque internationale de développement, la BID, pour 120 MW aussi. Et là-dessus, il est heureux d'annoncer que les négociations ont abouti, que les financements sont bouclés et que là également, dans la perspective des 2 à 3 prochaines années maximum, nous aurons également cette centrale de 120 MW. Quand vous ajoutez ces 120 aux 380 dont j'ai parlé, cela représente 580 MW. Qu'il vous souvienne que le 16 décembre 2016, au lancement du PAG, le gouvernement annonçait son ambition de faire en sorte qu'à l'horizon 2021, c'est-à-dire au terme du quinquennat, le Bénin puisse disposer en production interne d'une capacité d'à peu près 500 MW, de quoi garantir l'autonomie à notre pays. Mais le gouvernement ne s'est pas arrêté là. Vous savez que le président Talon et son gouvernement sont animés de grandes ambitions pour le pays. Bien qu'ayant réussi à mobiliser ces 500 MW en perspective, le gouvernement a conclu d'autres accords et négocié avec d'autres partenaires pour la réalisation de centrales qui fonctionneraient sur la base de l'énergie renouvelable ou de biomasse. Alors, sur ce chapitre-là, nous avons aujourd'hui mobilisé des possibilités pour au moins 100 MW, dont 45 proviendront de second compact du Millennium Challenge et Count, et vous ajoutez ces plus de 100 aux 500 dont j'ai parlé, à l'horizon 2020, nous sommes au moins à 600 MW en termes de production interne. Et quelle est la capacité actuelle de production? Aujourd'hui, nous sommes autour, pour la demande nationale, nous sommes autour de 250 MW en pointe, et qu'on peut estimer être une pointe factice, en ce sens que certaines demandes ne sont pas forcément directement satisfaites par la SB2E, puisqu'il y a des privés qui ont pris des dispositions en propre. Mais nous sommes aujourd'hui autour de cette capacité en termes de production ou de besoin national. Les efforts engagés par le gouvernement ont permis ces derniers mois de parvenir à au moins 180 MW de production fournis par les partenaires qui ont été mobilisés au cours des 10 mois. Il faut donc saluer la prouesse qui a été réalisée pour que, en moins d'un an, non seulement la promesse de la maîtrise du délestage soit tenue, mais en plus que tous les préalables soient levés en ce qui concerne la réalisation de la promesse de l'autonomie énergétique promise par le chef de l'État et son gouvernement. Alors, quelles sont maintenant les perspectives pour les années à venir? Les perspectives, au-delà des partenariats qui sont déjà conclus. Les perspectives, justement, c'est que quand nous aurons réussi à concrétiser pour le quotidien des Béninois ces 600 MW, nous aurons tous de la quiétude. Personne ne rentrerait chez lui en pensant qu'il pourrait encore y avoir un délestage, au moins pour un certain nombre d'années. Or, quand vous ajoutez à tout ça les perspectives également
de réalisation du barrage d'Adjarala. Oui. C'est 147 MW pour le Bénin et le Togo, dont 73,5 pour le Bénin seul, qui a déjà par ailleurs, notre pays, obtenu l'accord de financement d'un partenaire, notamment Exim Bank de Chine, pour le barrage d'Adjarala. Vous avez également un autre barrage qui va faire 147 MW, 128 MW, qui est prévu pour être réalisé dans notre pays. Donc, à terme, nous aurons assez de disponibilité pour les ménages, pour les entreprises, mais également pour les industries, parce que, il faut le reconnaître, notre pays n'est pas suffisamment industrialisé. Or, la promotion ou la poussée industrielle est de nature à charrier les emplois. Il va y avoir forcément, par conséquent, un certain nombre de créations d'emplois du fait de l'installation de plus en plus massive d'industries dans notre pays. Votre mot de la fin, Wilfried Doumbedji? Le mot de la fin, pour ce soir, c'est de dire à nos compatriotes que le gouvernement de la République est mobilisé autour de son chef comme un seul homme et travaille avec acharnement à l'amélioration de nos conditions de vie et de travail à tous. Sur le plan de l'autonomie énergétique, je viens d'expliquer que nous avons remporté une première bataille. Quand tout cela sera concrétisé, nous aurons remporté la vraie bataille. Mais nous sommes assurés, au regard de la méthode, de la pertinence qui caractérise la démarche du gouvernement, nous sommes rassurés que dans 2-3 ans maximum, nous avons atteint l'autonomie énergétique et les productions ultérieures ne viendront que renforcer l'existant et nous mettre définitivement à l'abri de ces coupures et autres délestages pour enfin mettre notre pays sur la voie de l'industrialisation avec son corollaire de création massive d'emplois. Merci Wilfried Doumbedji. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication, la présidente de la République. Vous intervenez donc par rapport aux actions gouvernementales en matière d'énergie. Merci d'être passé et à très bientôt. 2 modules de salles de classe et des hangars au marché à Idiedo, à Calavi, ont été inaugurés par le maire Georges Bada. L'autorité communale a s'était fait une tournée dans certains arrondissements de la commune de Calavi. Voilà un reportage de Koudou Sablaï et de Bruno Rotepa. L'enthousiasme des écoliers de Sakomé à Togba. Ils accueillent leur bienfaiteur, le maire de la commune de Calavi. Un module de 3 salles de classe est mis à la disposition de ces apprenants par le conseil communal. Il y a 6 mois, personne ne pourrait penser qu'on serait doté de cette infrastructure aujourd'hui qui vont accueillir les enfants pour qu'ils fassent le travail dans de bonnes conditions. Le conseil communal d'Abomey-Calavi, par ma voix, a choisi de faire vivre la nation béninoise à travers les constructions des écoles. Le bâtiment est reproduit à Ouémé, arrondissement de Hévier. Les bénéficiaires apprécient. Désormais, nous travaillerons dans les salles aérées, non bondées. Ce n'est pas fini. Les 3 classes auront, dès la fin de ce mois, le mobilier qu'il faut pour que les enfants rentrent dans les salles de classe. Des applaudissements nourris qui accompagnent le maire de Calavi à Ouedo sur le site du marché. Nous vous en sommes reconnaissantes car c'est la première dans l'histoire de Ouedo. Chère population, je suis content d'être ici parmi vous aujourd'hui afin d'inaugurer ce marché pour que les activités de nos femmes puissent se développer. Les plus heureux, ce sont bientôt les habitants de Hévier. L'ouvrage de franchissement en construction dans cet arrondissement a été visité par le maire. Et puis allons au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Plusieurs personnalités étaient donc reçues en audience par le professeur Todorolo, parmi elles les nouveaux ambassadeurs nommés et les anciens parlementaires. Le point avec William Tchoké. Eric Franco Saizonou, c'est lui le nouveau premier responsable de l'ambassade du Bénin près la République de l'Afrique du Sud. Avec lui, 3 autres de ses collègues ayant bénéficié de la confiance du chef de l'État avant de rejoindre leurs postes respectifs. Ils étaient au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Cette visite revêt une importance toute particulière parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de la nouvelle approche de la gouvernance du Bénin
que le chef de l'État est en train d'imposer petit à petit. Une approche qui consiste à travailler de concert avec toutes les institutions. À leur suite, les femmes du groupe de presse, le municipal, elles sont venues partager avec le président de la Cour une rencontre qu'elles organisent dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme. La Constitution béninoise reconnaît l'égalité de la femme. Et nous avons pu présenter le projet au président afin de recevoir de lui de sages conseils pour mieux réussir notre activité. Le nouveau bureau de l'Association nationale des anciens parlementaires du Bénin a passé également par là. Nous sommes extraordinaires et nous avons décidé aujourd'hui maintenant. Cette expertise acquise là, nous voulons encore mettre ça à la disposition de notre pays. Le Bénin abritera le concours international de procès simulé en droit international. Maître Salami est allé solliciter la participation du professeur Théodore Olo. 15 ans déjà que l'ancien président Justin Tometi Ahomadegbe a été rappelé à Dieu. 15 ans après, ce groupe de jeunes au cabinet du président Théodore Olo veut faire revivre la mémoire de cet homme d'État très peu connu par la jeunesse. L'amicale des cadres retraités de l'administration des travaux publics et des transports a tenu cette semaine une assemblée générale ordinaire au cours de laquelle l'amicale a fait le tour des activités de l'année écoulée. Mylène Fanon, Patrick Bénon. Défendre les intérêts professionnels et améliorer les conditions de vie de ses membres fait partie des objectifs de l'amicale des cadres retraités de l'administration des travaux publics et des transports. Au cours de cette assemblée générale, elle a présenté le bilan de ses activités pour le compte de l'année écoulée. Au cours de la première année de son mandat, le bureau a exécuté cet atelier en effet à l'accomplissement des formalités pour une reconnaissance administrative de notre amicale, la dynamisation de l'amicale par la création de forums dans l'optique de vaincre l'isolement entre les membres. Une autre forme de pratique de solidarité et d'entraide en organisant des visites à certains aînés en situation d'invalidité. Je voudrais ici lancer un appel à toutes les compétences que je sais sont parmi vous et que j'ai déjà le plaisir de rencontrer au cours de certaines séances de travail que j'ai avec des partenaires, des bureaux étrangers, et qui viennent déjà puiser dans vos rangs. Ceci donne la preuve que nous avons de l'expertise nationale de haut niveau. La retraite n'est pas une fin en soi, ni la fin de la génération, et ces cadres retraités l'ont compris. Il a été dit le 5 décembre 2015 ici même, nous avons encore beaucoup de raisons de nous battre et de brandir le fanion de l'espoir pour nous-mêmes, pour la corporation et pour la jeune génération. Au lendemain de ces assises, le bureau exécutif s'est mis au travail et s'est fixé des objectifs. 4 ans de vie pour l'émission Deuil d'Oslo, diffusée sur la télévision nationale. Les animateurs de la dite émission ont marqué d'une pierre blanche la célébration de cet anniversaire. Ils ont organisé à ce propos une soirée grâce à l'appui de l'ONG non gouvernementale, l'ONG, j'allais dire, B. Toy et Nomon, témoin de l'événement, William Choquet. 4 ans déjà qu'elle passe sur les écrans de la télévision nationale. L'émission Deuil d'Oslo célèbre son anniversaire. Elle participe au développement culturel. Elle renseigne aussi sur le riche patrimoine ignoré. Cet anniversaire est marqué par l'appui de l'ONG Beto Yenomon. On ne peut pas faire le tourisme sans la culture. Jamais. On ne peut pas développer notre pays sans la culture. Donc le développement est fondamentalement basé sur la culture. Et cette culture, elle prend en compte le culturel. Le culturel est fondamental étant donné que c'est notre patrimoine immatériel, même voire matériel, c'est des éléments très importants. Et le chef de l'État actuel a besoin de tout ça. Ce qu'on peut sortir pour montrer que nous maîtrisons notre pays et que nous sommes prêts pour son développement, c'est ça. Et l'ONG Beto Enomon est sur la ligne. Pour sa 4e bougie, Deuil d'Oslo a décidé de primer certaines initiatives innovantes.
Je suis très émue. Ce trophée démontre le travail que je fais déjà dans la couture et vient m'inciter à en faire plus. Je ne vais que leur faire des prières. Ce genre d'initiative ne sera pas la dernière. Pour les prochaines fois, les participants seront plus nombreux. Cette célébration a connu aussi la présence de plusieurs artistes. Rendez-vous l'année prochaine pour l'an 5 de l'émission Doïdosro. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2017, se poursuit. Alors cette fois, c'est le personnel du FNPEJ, Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes, qui fête cette journée. Compte rendu, Samuel Adimi et Blaise Adampo. Pas de grande festivité pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme au Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes. Le personnel du FNPEJ place l'édition de cette année sous le signe de la réflexion. Pour nous, dans le cadre bien entendu de la commémoration de la journée du 8 mars qui célèbre les femmes, les collègues femmes du FNPEJ ont souhaité placer cette célébration, mettre sous le thème de la réflexion, de l'introspection. Pour mieux mener les réflexions, les agents du FNPEJ sont entretenus sur les procédures du recouvrement forcé des créances. Les gens doivent de l'argent, ils ont des dettes, ils n'ont pas respecté leur engagement. On tente un règlement à l'amiable. Mais il y a encore une possibilité. Vous savez, certaines personnes, au moment où vous réclamez votre bien, n'ont plus rien. Mais la personne peut faire un engagement. Si la personne travaille, on peut encore lui faire confiance, voir sa situation. Autre sujet abordé, le droit des femmes relatif au code de la succession des biens. Aujourd'hui, le code des personnes et de la famille, c'est avec beaucoup de fierté que nous l'appliquons au tribunal. Et ça a beaucoup amélioré les rapports hommes et femmes, qu'on le veuille ou non. Au-delà de la célébration de la Journée de la femme, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités du Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes. Eh bien, ce journal se refait. Les programmes prévoient à 21h le jeu Arène des champions et 2 feuilletons, Les choix de l'amour et Ouidek. Le rendez-vous, le JT soir, c'est à 23h avec Awa Sherif. Cette édition, vous pouvez la retrouver sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci et bonne soirée chez vous.